Private Equity Podcast. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Alexis Dupont, directeur général de France Invest, l'association professionnelle qui fédère, représente et accompagne, mais aussi forme le marché du capital investissement en France. Alexis, vous avez un riche parcours dans le domaine des services financiers et de la réglementation européenne. Avant de prendre les rênes de France Invest en 2019, vous avez notamment travaillé à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, à la Direction générale du Trésor et à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Vous êtes par ailleurs diplômé de l'ENSAE Paris Tech, actuaire et ingénieur en chef du corps des mines. Alexis, après notre dernier échange dans la capsule de l'IPEM en janvier dernier, pour la très grande messe du Private Equity, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau à ce micro pour un épisode complet, cette fois-ci. Bienvenue dans Private Equity. Merci beaucoup et bonjour Antoine. Première question habituelle chez nous pour entamer cet entretien, mais qui prend en général pas mal de sens. Quelle serait, Alexis, selon vous, la définition du private equity ? Ma définition, c'est la définition communément admise, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des acteurs qui accompagnent et financent les entreprises non cotées, plutôt de petite taille en moyenne, start-up, PME, ETI, avec quand même un bémol, c'est-à-dire que le terme consacré est de private equity, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que on garde surtout la partie non cotée, avec une extension de plus en plus large au fil du temps, au-delà du seul capital investissement, qui est vraiment la définition stricte du terme de private equity, pour aller vers aussi la dette privée, le financement des infrastructures, qui sont des thèses légèrement différentes, qui ont tout en commun le financement d'actifs non cotés, d'actifs réels, comme des startups, des PME ou des ETI. France Invest va très prochainement publier son rapport annuel, très attendu. Sans en divulguer les conclusions, quelle est votre analyse quant à la situation du private equity aujourd'hui ? Et aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, a une coloration toute particulière. Et quelles sont les tendances et les enjeux que vous percevez dans notre industrie ? Notre rapport annuel, effectivement, il a été publié il y a quelques heures, puisque c'était notre assemblée générale pas plus tard que hier, qui fait le bilan d'une activité de l'association et de la profession tout au long de l'année 2023 écoulée. Le bilan, il est positif, c'est-à-dire que la profession, dans un environnement plus complexe que ce qu'on a connu ces dernières années, il faut bien le reconnaître, a quand même réussi à continuer à accompagner fortement l'économie française, a été une force vraiment de soutien, d'investissement tout au long de l'année dans l'ensemble des entreprises qui nous intéressent habituellement, donc vraiment un soutien. Évidemment, je le disais, dans un environnement plus complexe où les fundraising ont été beaucoup plus contraints, pas parce que notre classe d'actifs est devenue soudainement peu ou moins attractive qu'elle ne l'était antérieurement, mais simplement parce que nos souscripteurs, les grands assureurs, etc., ont été très contraints par ce qui s'est passé sur le plan macroéconomique. On a quand même eu la hausse de taux la plus importante, je crois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en l'espace de quelques mois. Donc tout ça est encore en train d'être absorbé. Il y a eu des soubresauts aussi sur le marché immobilier. Ça ne nous concerne pas directement, mais indirectement, ça contraint nos souscripteurs et ça leur permet pas de faire tout ce qu'ils auraient voulu faire. Et puis, il y a aussi des situations sur le marché où il y a eu un peu moins de cessions, donc moins de retour de cash à nos investisseurs. Et ça contribue aussi à les contraindre dans leur nouvelle souscription. Donc, le marché du private equity aujourd'hui, il est important dans le financement de l'économie française. Il a pris une place vraiment très très importante en l'espace de 10 ans. C'est devenu un incontournable. C'est le premier aussi au sein de l'Union européenne. Donc on a vraiment aujourd'hui un marché puissant et important. Il fait face à une période, je le disais, qui est plus compliquée, mais il a réussi beaucoup de choses. Et du côté de France Invest, on
a fait beaucoup de choses. C'était le bilan de ce rapport tout au long de l'année 2023, et puis on est en milieu d'année 2024, donc ça s'applique aussi à ce premier semestre, Oui. pour l'accompagner, le soutenir dans ce travail-là, dans les relations avec les pouvoirs publics, dans les relations avec nos souscripteurs, et puis simplement aussi pour le faire connaître, parce que même si on a beaucoup grandi en 10 ans, on n'est pas encore toujours aussi connu que ce qu'on devrait. 2023 donc aura été aussi une année d'agilité importante et la démonstration que cette industrie a un dynamisme tout à fait particulier, une capacité à s'adapter aux conditions qui est assez singulier. Oui, ça reste une industrie encore très agile. Nos adhérents, aujourd'hui, on n'a pas loin de 450 sociétés de gestion adhérentes à France Invest. Ce sont elles aussi... pour beaucoup, alors il y a des très grands acteurs maintenant sur la place française, mais il y a encore beaucoup d'acteurs de taille moyenne ou petite qui sont en réalité des PME. Je crois que le nombre moyen de collaborateurs dans les sociétés de gestion adhérentes de France Invest, c'est une vingtaine de personnes. Donc des PME avec les défis des PME, elles doivent se transformer, se digitaliser, continuer à attirer les talents, être agiles, savoir investir pour se déployer à l'international ou sur de nouvelles stratégies. C'est vraiment un métier qui est resté très entrepreneurial. Et même dans les plus grandes maisons, il y a encore une vision très entrepreneuriale de l'activité. Nous évoquions justement toute la dimension régulateur, que ce soit au regard de l'AMF en France ou de l'ESMA à l'échelle européenne. Comment voyez-vous évoluer les choses ? Alors comment les choses évoluent ? Elles évoluent aussi avec la visibilité qu'on a acquis en quelques années, tout simplement par notre poids dans le financement de l'économie française, européenne et mondiale, parce qu'on pourrait rajouter à la liste l'association des régulateurs internationaux, IOSCO, qui regarde aussi de près ce qui se passe sur ces marchés. Je dirais qu'il y a eu plusieurs temps dans l'évolution de la perception du non-coté hors immobilier en général. Donc, si je reviens sur la définition du private equity qu'on avait tout à l'heure, il y a eu plusieurs temps dans l'évolution de la perception. D'abord un suivi, je dirais, un peu passif de ce qui arrivait sur ce secteur-là, puisque ça restait quand même petit par rapport à ce qui pouvait se passer sur d'autres segments d'intérêt pour les régulateurs. Donc voilà, un suivi un peu à distance de la croissance de ce secteur-là. Et puis, plus récemment, un suivi quand même beaucoup plus rapproché, notamment dans le contexte des bouleversements qu'on a eus post-guerre en Ukraine, de l'évolution macroéconomique, etc. Il y a eu quand même un niveau de vigilance assez renforcé de la part des régulateurs français, européens et internationaux sur ces classes d'actifs qu'en réalité ils connaissaient quand même assez peu, parce que c'était des marchés institutionnels qui fonctionnaient bien, qui étaient finalement assez peu interconnectés avec le secteur bancaire, ce qui a souvent été un canal par lequel les régulateurs s'intéressaient à ce qui se passait sur certains pans du secteur financier, parce que c'était des zones de risque pour le secteur bancaire et donc pour le risque systémique. Oui. Mais la croissance de la taille de ce secteur-là les a conduits progressivement un peu à reconsidérer ça. C'est-à-dire que ce sont des segments du secteur financier qui commencent à être regardés en tant que tels, avec un regard... je n'irai pas jusqu'à dire critique, mais aigu de zones de risque éventuelles. Voilà. Et avec nous, ce qui nous préoccupe quand même par rapport à ça, et sans faire injure à personne, bien sûr, mais une connaissance assez éloignée des fonctionnements et de la réalité de ces métiers-là, de la part de certains interlocuteurs, je pense notamment au niveau international, qui sont plutôt venus du monde bancaire et qui ont des réflexes qui ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on fait au quotidien dans ces métiers-là. Les risques ne sont pas forcément là où on pense. Il y a des réflexes sur l'utilisation du levier, sur des interconnexions qui pourraient exister, qui en fait correspondent pas vraiment à la réalité de tout ça. Donc vraiment un renforcement de la vigilance des régulateurs sur ces segments qui ont grandi. Et je rajouterai un deuxième point, c'est renforcé beaucoup par l'augmentation de ce qui est convenu d'appeler la retailisation du secteur, puisque là encore, à l'époque où ces marchés s'intéressaient uniquement à des très grands institutionnels qui sont des grandes personnes capables de faire leur choix en toute connaissance de cause et dans un rapport de force finalement assez équilibré avec les GP, s'adresser aux épargnants particuliers avec des tickets d'entrée décroissants quand même assez fortement dans le temps, ça nécessite une vigilance du régulateur. Et ils font leur job. Je pense que c'est tout à fait normal
normal, mais ça contribue aussi à accroître un peu la surveillance de ce secteur-là. Oui, en effet, parce qu'on avait historiquement un secteur qui sous forme de contractualisation directe entre les LPs et les GPs, ne sollicitait que très très peu le régulateur, ce qui est moins le cas aujourd'hui, oui. Très clairement. L'arrivée de considérations d'AML KYC très poussée, avec une transposition nette des pratiques bancaires, a aussi beaucoup bougé les lignes. Et on revient à ce que vous évoquiez il y a quelques minutes. On parle quand même d'équipes qui, de manière structurelle, sont des équipes de 20 personnes. Donc la transposition de sujets applicables à un groupe bancaire à l'échelle d'une PME de private equity est un enjeu très important. Et le dialogue est nécessaire. Et le positionnement de France Invest en la matière est absolument critique. Oui, ça fait partie de notre rôle, effectivement, de pouvoir expliquer, commenter, parfois dissiper des idées reçues ou des interrogations. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'on a un dialogue avec toutes les autorités de régulation qui est très, très franc et très fluide en même temps. On arrive à se passer des messages, à bien se comprendre. Donc il y a une habitude ou une familiarité réciproque à avoir entre régulateurs et marché qui était regardé d'un petit peu loin il y a encore quelques années. On y arrive progressivement et moi je suis pas du tout inquiet pour la suite. On arrive à se parler, à se comprendre et à trouver des points d'équilibre. Voilà, les régulateurs font leur job de protection des investisseurs et en particulier des investisseurs personnes physiques non professionnelles. À nous de donner les arguments pour expliquer que voilà, il y a pas les choses sont bien faites. Vous mentionnez pour la deuxième fois la question de retailisation. Le retail est un des grands enjeux à l'œuvre actuellement, en tout cas qui est arrivé de manière importante dans ce marché, pas d'un point de vue volume d'argent, mais l'arrivée de primo-accédants en private equity. France Invest a très récemment publié un rapport sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en partager les conclusions ? Oui, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis finalement assez longtemps. Je vais revenir sur les conclusions de ces rapports et d'une étude qu'on a publiée il y a aussi quelques jours. En fait, c'est vraiment une tendance de fond dans ce secteur qui... si on regarde sur longue période, a commencé par grossir progressivement auprès des institutionnels, puis ayant atteint une certaine taille critique, a commencé à s'adresser à des populations de high net worth ou de family office, qui sont aujourd'hui nos deuxièmes souscripteurs, quand même. C'est devenu considérable, mais qui sont des profils d'investisseurs sophistiqués, qui investissent plutôt dans des fonds réservés aux professionnels. Et puis petit à petit, ce qu'on voit depuis 3-4 ans, peut-être un petit peu plus dans certains cas, c'est l'émergence d'une nouvelle offre tournée vers les particuliers, donc non professionnels, des tickets en dessous de 100 000 euros, avec des tickets d'entrée qui descendent progressivement. Il y a eu pas mal d'initiatives, celle de BPI a été beaucoup commentée, il y en a d'autres, et qui est une façon pour les épargnants particuliers d'accéder à cette classe d'actifs qui est fondamentalement différente de ce qu'on avait jusqu'à présent, avec des silos organisés autour de fonds avec avantage fiscal à l'entrée. Là, on est vraiment sur le monde institutionnel qui s'ouvre aux particuliers et qui le fait avec, je disais, des tickets d'entrée qui sont assez décroissants. Donc, effectivement, côté France Invest, on a essayé de travailler sur ce sujet-là pour voir ce qu'on pouvait d'abord dire pour aider nos adhérents à travailler sur le sujet, parce que je pense qu'il n'y a pas une société de gestion aujourd'hui qui se pose pas la question. Évidemment, passer du monde institutionnel au monde du retail, c'est une très grosse marche. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur le plan réglementaire et les épargnants, il y a des enjeux de protection qui sont très importants et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Il y a vraiment un besoin de rigueur et de qualité qui est incontournable. Donc on a vraiment travaillé là-dessus pour donner les éléments pour informer nos adhérents, former aussi les réseaux de distribution. C'est un des sujets qu'on a développé en suite de ce rapport publié il y a déjà 1 an et demi. C'est la formation des réseaux de distribution. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une classe d'actifs qui n'est pas encore forcément toujours bien maîtrisée par les réseaux de distribution, quels qu'ils soient. C'est le non-coté, ça a des particularités. C'est effectivement plus compliqué que de commercialiser certains produits un peu plus vanille. Et donc il faut savoir
savoir bien l'expliquer, bien être pédagogue avec ses clients. En parallèle de ça, on sent aussi un vrai appétit du côté des épargnants, et pas que pour des raisons de performance. Il y a un côté classe d'actifs qui a du sens, qui parle. Moi, je dis souvent, c'est la classe d'actifs que vous pouvez expliquer à votre grand-mère, vous pouvez expliquer globalement ce que ça fait. Là où sur certains produits financiers, honnêtement, même quand on est professionnel, c'est quand même difficile à comprendre. Donc on a vraiment accompagné là-dessus, et on a publié, je le disais il y a quelques jours, une étude très complète sur la population vraiment des FCPR, donc population moins de 100 000 euros hors fonds fiscaux, pour voir un peu quel était l'état des lieux du marché, et les résultats sont assez passionnants. C'est une étude qui n'existait pas du tout jusqu'à présent. On a travaillé avec Antalis sur l'analyse de ces données-là. C'est exhaustif sur le marché, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ces fonds-là, c'est déjà 8 milliards d'euros d'encours, dont 2 milliards collectés en 2023 sur des fonds qui sont très diversifiés, avec de la dette, du secondaire, du primaire, de private equity, un peu de côté, un peu de liquidité, beaucoup d'evergreen. Donc il y a un marché complètement nouveau qui est en train d'émerger, et c'est assez passionnant. Donc c'est un signe aussi de maturité du private equity, c'est-à-dire que d'être capable d'arriver à une structuration de produits avec des sous-jacents de private equity. Et justement, comme vous l'évoquiez, sans avoir utilisé le terme, mais on parle d'économie réelle, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on peut toucher, revendiquer, comprendre, se relier à ce qui se passe dans les portefeuilles, aux allocations des gérants. Là, il se passe quelque chose qui est quand même très important, qui pose une question quantitative, c'est-à-dire qu'en effet, travailler avec 20, 30, 40 LPs et se retrouver du jour au lendemain avec beaucoup plus de LPs, soit en les gardant à distance au travers de feeders, soit en les accueillant directement ou en structurant quelque chose de macro, on a un enjeu quantitatif, on a un enjeu de protection, clairement, évidemment, de clarté. C'est très engageant, et en effet, le régulateur a tout son rôle à jouer, bien sûr, pour trouver la bonne mesure, encore une fois, avec des structures qui ont 20 personnes. Alors, elles n'ont pas toutes 20 personnes. Hein. Les moyennes, les moyennes peuvent être trompeuses. Il y a aujourd'hui aussi sur le marché français des très grands acteurs et des très grandes marques, et qui d'ailleurs ont un effet d'entraînement sur ce marché-là, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est quand même à date beaucoup tiré par un effet de marque et des référencements de gros véhicules, notamment en assurance vie, en unité de compte. Il n'y a pas que ça. Hein. Aujourd'hui, c'est plus morcelé que ça, mais c'est un des drivers. Mais oui, effectivement, le passage, cette phase de retailisation, qui n'est pas quelque chose du tout pour moi d'opportuniste par rapport à des phases plus complexes de levée de fonds. Enfin, d'abord, ce serait une très mauvaise raison de se tourner vers les épargnants. Et ensuite, la réalité, c'est que ça s'est amorcé avant, en fait. Ça s'est amorcé au moment où les fundraising institutionnels étaient... je ne vais pas dire facile, parce que c'est jamais facile, il faut toujours montrer patte blanche. Avec une certaine fluidité. Voilà, l'ouverture à la retailisation, elle s'est faite il y a déjà plusieurs années, à un moment où le marché était, pas dire au plus haut, mais enfin dans une phase où il n'y avait pas de difficulté du tout de fundraising. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur d'analyse de le voir comme étant de l'opportunisme par rapport à un contexte. Ce sont des investissements qui sont très longs, la constitution de réseaux de distribution, etc. Tout ça, ça prend des années. Et ça s'est amorcé vraiment comme une marche de maturité du secteur qui... c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, qui progressivement, venant du monde institutionnel, s'est ouvert à des tickets de plus en plus petits. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Hein, on n'a rien inventé en France, malheureusement. On est juste dans une phase de rattrapage avec quelques années de différentiel de la croissance du marché américain. Aujourd'hui, les investisseurs directs directs en tout cas, l'investisseur qui n'est pas intermédié par un investisseur institutionnel dans le capital investissement américain, c'est très important. C'est des proportions beaucoup plus importantes que chez nous. Alors le contexte est différent, le financement des retraites se passe pas de la même façon, il y a une sensibilité au sujet financier qui est pas la même, mais c'est la tendance. C'est un moteur auxiliaire qui a démarré il y a déjà un certain temps et qui va se poursuivre. Et avec ce contexte particulier dans lequel, en effet, on a constaté l'extinction des fonds fiscaux avec avantage fiscal à l'entrée, sur lesquels les gens se ruaient au mois de décembre en général, ce qui était tout à fait intéressant. Une période de taux à zéro,
Et donc, une adaptation du marché, et cette épargne voit le private equity comme quelque chose de pertinent. Vous parliez de sens tout à l'heure, et je pense que c'est très important et que c'est réel. Et ces fonds, en tout cas ces gérants, ils s'organisent pour pouvoir accueillir correctement ces nouveaux investisseurs. Exactement. Bon, c'est des lignes qui bougent, le sens, la performance. Alors après, la performance passée ne préjuge pas des performances futures. Faut être prudent. Et on ne fait pas de recommandations d'investissement chez France Invest, mais c'est sûr que nous, un des messages qu'on porte quand même assez régulièrement, c'est qu'on voit un vrai hiatus, voire un vrai sujet presque moral, de voir que des investisseurs sophistiqués, family office, bien conseillés, bien au fait des choses, investissent régulièrement depuis des années dans cette classe d'actifs, et que l'épargnant, on va dire lambda, jusqu'à il y a finalement assez peu de temps, s'en trouvait complètement exclu, sauf à travers des véhicules qui ont eu leur mérite. Je veux pas, il y a eu des choses, il y a des gens qui ont très très bien travaillé avec des véhicules fiscaux, mais enfin c'était quand même plus contraint aussi pour des raisons de règles d'État que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce que les actifs performants qui ont du sens doivent être réservés aux plus riches ? Non, on pense que non. Je pense que c'est très clair. Et nous serons d'accord sur ce point. En termes de perspective, justement, on a une question de structuration de marché. Parce que vous évoquez la question de la distribution. Est-ce que vous voyez une hypothèse suivant laquelle on pourrait avoir la formation d'un marché centralisé ? En tout cas, c'est ce que certains acteurs se proposent de faire, de réunir plusieurs GP en termes d'offres, ou au contraire, ce qu'on commence à voir dans la littérature académique très clairement, est-ce que le private equity ne serait pas simplement un très très bon exemple de finance décentralisée qui fonctionne ? C'est certain que c'est une forme de finance décentralisée, au sens où quand vous avez 450 acteurs qui irriguent 8000 entreprises sur tout le territoire, vous n'êtes pas du tout dans la même configuration que quand vous avez 5 ou 6 grandes banques qui sont chargées d'irriguer le territoire. Il y a une forme alors, fragmentation, c'est négatif, mais de décentralisation assez forte. Donc sur l'actif, entre guillemets, oui, je pense que c'est le cas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a une telle empreinte proximité au cœur des territoires des dirigeants. Ça a fait d'ailleurs toute la différence au moment de la diffusion des obligations relance post-Covid entre acteurs. Le fait d'avoir une proximité du quotidien avec des dirigeants pour échanger avec eux, ça a été un facteur de conviction assez important pour déployer ce type de produit. Donc là, vraiment, je pense que oui, on est décentralisé à l'actif et ça nous permet de rayonner bien dans les territoires et d'être vraiment ancré les deux pieds dans le terrain. Pour le passif, aujourd'hui, ça l'est de facto décentralisé, puisque vous n'avez pas il n'y a pas de grand registre départ de fonds, il n'y a pas de marché coté des parts de fonds, il n'y a pas de aujourd'hui ça l'est de facto décentralisé. La question, c'est de savoir si ça va le rester. Alors, j'ai pas de boule de cristal pour savoir. C'est difficile à dire. Il est possible que un certain nombre de grands acteurs, alors là je regarde plutôt sur ce qui peut se passer côté outre-Atlantique, des acteurs qui ont une taille vraiment considérable, mais ça pourrait arriver aussi au niveau français, européen, et atteint une taille suffisamment critique, une suffisante diversification de leurs activités, des réseaux de distribution suffisamment larges et profonds, finalement pour arriver à très bien se débrouiller tout seul pour assurer la liquidité, l'échange de leurs passifs entre acteurs intéressés. Je crois d'ailleurs que le règlement LTIF 2 là, qui vient d'être publié prévoit la possibilité de format de bourse d'échange un petit peu entre parts de fonds. Donc c'est des idées qui commencent à émerger. Bon, est-ce qu'il y aura des choses centralisées ? Je sais pas. Je ne suis pas convaincu. Ça reste une interrogation. Je sais pas. Si on se projette dans le temps, et je sais que c'est très loin, 2050 pour France Invest et 2050 pour le private equity. Est-ce que vous avez une ou deux idées de sujets qui pourraient
devenir encore plus prégnants qu'ils ne le sont aujourd'hui? Comme disait le sage, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir, mais non, moi j'ai les quelques convictions que j'ai. On fête nos 40 ans cette année chez France Invest, donc on fêtera un anniversaire plus lointain, j'en doute pas, à cet horizon, je pense qu'on sera toujours là. Je pense que il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui le confirment que les actifs alternatifs en général et plus largement, plus précisément le private equity au sens large, sont pas un accident de l'histoire des 10 dernières années de baisse des taux. C'est là pour rester. Ça a effectivement accéléré l'émergence d'un écosystème très profond, très très important, mais qui va continuer à se développer. Donc je pense que France Invest sera toujours là, le marché sera toujours là, il aura continué à grandir. Faut bien voir quand même que on a en France, on va dire 100 000, 120 000 entreprises potentiellement accompagnables par nos adhérents, c'est-à-dire évidemment les startups ou PME, ETI qui sont dans des secteurs sur lesquels on est pertinent, on peut apporter des choses et qui sont de la bonne taille. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, sur les 100 ou 120 000, on en accompagne 8 000. Et le solde des 8 000, ils ont pourtant des défis de transmission majeurs, ils ont des défis de décarbonation qui vont rester, ils ont des défis de digitalisation. Donc et personne d'autre que nous est capable ou en mesure de faire ça. Donc je veux dire, la profondeur de marché est très importante. La question c'est, est-ce qu'on aura les moyens de les accompagner? Donc ça pose des questions d'allocation de l'épargne, de ressources, etc. Moi, ma conviction, c'est qu'on va aller vers des ressources qui vont continuer à grandir, même s'il peut y avoir des soubresauts, là, c'est le cas en ce moment, mais parce que c'est ce qui a du sens et c'est ce qui est créateur de valeur, en fait, par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres segments plus spéculatifs. Après, moi, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus de digital. L'intelligence artificielle, alors là, je parle pas de 2050, 2030, l'intelligence artificielle sera partout dans nos métiers, parce qu'il y a des économies d'échelle, d'efficacité qui sont très, très importants. Et donc je pense qu'il y aura aussi une évolution des profils dans ce métier. Peut-être plus de seniorité, plus de valeur ajoutée sur la connaissance des secteurs sous-jacents, de la spécialisation. Et puis une part, évidemment, mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui, encore plus importante pour l'ESG, la décarbonation. Je crois que c'est moins vendeur pour les investisseurs internationaux, notamment américains aujourd'hui, mais ça reste une clé pour créer de la valeur et préserver la valeur des entreprises qu'on accompagne. 2050, c'est loin, mais c'est quelques cycles d'investissement. Donc un peu plus de 20 ans, c'est quelques cycles d'investissement d'une entreprise. C'est pas énorme pour une transformation aussi profonde que, décarboner une industrie. Donc c'est des enjeux qui seront encore plus prégnants. On a 3 cycles de fonds définitifs. Pratiquement, ouais, c'est ça. C'est ça. Parlons de France Invest, justement. Happy birthday, bientôt. Merci. 40 ans. Sur le chemin parcouru jusqu'ici, quels sont les projets qui se profilent? Vous évoquiez justement tout ce caractère de communication, de rendre objectif ce qu'est cette classe d'actifs. Vous le faites avec talent, tant au sein des territoires qu'à l'international. Qu'est-ce qu'on peut se dire au moment précis de ce 40e anniversaire? D'abord, le 40e anniversaire, c'est l'occasion de constater à quel point on a grandi. Pour fixer les idées, en 86, je crois, nos premières statistiques remontent là, on investissait 150 millions d'euros, enfin l'équivalent en francs à l'époque, dans l'économie. Aujourd'hui, c'est plutôt 45 milliards. Donc voilà, c'est juste pour fixer un peu les idées en termes de croissance. C'est important de le rappeler parce qu'on représentait vraiment pas grand-chose dans le financement de l'économie à l'époque et c'est devenu assez massif aujourd'hui. Et donc cet impact, je le disais en introduction, ça nous donne aussi du poids et de la légitimité pour être entendu, être reçu, expliquer ce qu'on fait auprès des pouvoirs publics français, européens, internationaux. Ça nous aide aussi à travailler sur l'acceptabilité de notre métier par rapport à nos interlocuteurs et à l'opinion publique. C'est essentiel. C'est important parce que moi, je ne ferais pas ce métier si j'étais pas convaincu que ce qu'on fait est positif
positif et bien pour le pays en général. C'est le fait d'avoir une industrie du capital investissement française puissante, la plus puissante de l'Union européenne. C'est une vraie force à un moment donné où il faut transformer les économies, continuer à accélérer dans une compétition mondiale qui est très violente, aussi bien sur l'innovation que sur la conquête de parts de marché pour des entreprises plus traditionnelles. Donc la perception de notre acceptabilité, elle est essentielle pour qu'on ait les moyens de continuer à faire ce qu'on fait auprès des entreprises et pour renforcer l'économie française. Parce qu'à la fin, c'est ça notre métier. Bien sûr, c'est un métier au quotidien de gestion pour compte de tiers qui permet de se rémunérer, mais à la fin des fins, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce l'économie française. Et votre intervention à l'endroit des LPs, justement des investisseurs? On y travaille de plus en plus. Alors au niveau français, c'est ancien, mais c'est important d'entretenir de bonnes relations avec nos souscripteurs, d'être bien compris, d'être capable de leur fournir des éléments. Parce que je dis souvent, chez France Invest, on n'a pas de pétrole, mais on a des données. Et ces données, on les travaille beaucoup, on les met à disposition. Et ça aide à avoir une vision objective et factuelle. Après, chacun peut avoir son opinion ou ses questions, interrogations. Mais ça, c'est vraiment la contribution qu'on donne auprès des LP au niveau français. On travaille de plus en plus auprès des LP au niveau international aussi. C'est un axe stratégique pour nous qu'on va beaucoup développer dans les prochains mois et années. Je ne fais pas d'annonce pour le moment, mais il y en aura prochainement. C'est une direction. C'est une direction vraiment importante. Ce marché doit s'exporter. Il a tout ce qu'il faut pour ça, quels que soient les soubresauts politiques. Il y a aujourd'hui 40, 50, 60 sociétés de gestion sur le marché français qui ont déjà commencé à s'internationaliser. Et nous, on va consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à les aider à le faire. Alexis, pour finir cet entretien, que pourrions-nous vous souhaiter pour France Invest et pour vous-même? Pour France Invest, de continuer à être une voix entendue et respectée, parce que je pense que plus qu'être une structure de représentation qui s'agite, etc. Ce qui fait notre valeur, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on est respecté parce qu'on dit des choses qui sont étayées, on a des arguments à mettre en avant sur la contribution qu'on a et qui est réelle pour l'économie de ce pays. Et donc, je pense que ce respect et cette écoute, on aimerait arriver à la préserver. Enfin, c'est vraiment une valeur importante pour nous et à travers nous, pour l'ensemble de la profession. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est effectivement au travers des soubresauts politiques qu'on arrive à continuer à faire ce travail-là. Et puis, me souhaiter pour moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour moi? De pouvoir continuer à faire ça. Très bien. Sam Golshani, par exemple, nous a évoqué son combat de boxe au mois de septembre prochain. Nous sommes tout de pour savoir quel sera le résultat de ce dernier. Absolument. Donc on a le droit à des choses très originales, s'il le faut. Mais s'il n'y en a pas, ça fonctionne aussi. Non, j'ai pas de combat de boxe de prévu dans l'immédiat. Non, mais de me permettre d'arriver à faire comprendre à une partie de l'establishment économique français qu'on n'est pas une menace. On n'est pas une menace pour les marchés cotés, on n'est pas une menace pour l'économie, le financement de l'économie traditionnelle. On est un complément et je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à faire progresser. La seule chose qui nous tient tous à cœur, c'est l'économie française et l'intérêt du pays. Donc voilà, si vous pouvez me souhaiter d'arriver à faire ça. Alors, je vous souhaite tout cela encore plus encore. Merci beaucoup pour cet entretien, le temps d'un thé. Excellente journée. Merci. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.